Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire ce soir, négociation de la dernière chance à Addis Abeba pour tenter de sauver l'accord de paix visant à mettre fin à 4 ans de guerre civile au Soudan du Sud. Des discussions supervisées par l'IGAD, un bloc régional est-africain. Des représentants du président Salva Kiir et de son adversaire Riek Machar sont présents. Le Soudan du Sud ou l'impossible paix, on en débat dans quelques instants avec nos invités. Et dans la deuxième partie de cette émission, les voyants au vert au Cameroun pour le marché des télécommunications. Les investissements se stabilisent autour des 400 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 34% par rapport à l'année précédente. À suivre également la lutte contre le cancer dans les pays en voie de développement. Comment combattre ce fléau quand les spécialistes et les équipements manquent cruellement? Nous prendrons la direction du Nigeria où la problématique se pose déjà dès le dépistage. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Mohamed Ly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24, est également avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous font le plaisir de nous regarder. On commence par l'actualité politique. Toutes les négociations, l'accord de paix de 2015, tous les cessez-le-feu conclus se sont tous soldés par un échec cuisant pour des millions de Sud-Soudanais qui font face depuis 2013 à une guerre civile qui n'a que trop duré. Depuis ce lundi, en Éthiopie, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement, tente de relancer les pourparlers, mais pour l'heure, le camp du président Salva Kiir et celui de son ancien vice-président Riek Machar demeurent sur des positions irréconciliables. Corinne Camdem. De nouveaux pourparlers sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la pression monte sur les dirigeants pour qu'ils prennent des mesures plus fermes en vue de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 4 ans. Ces pourparlers ont été convoqués par le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, afin de repousser les belligérants à la table des négociations après l'effondrement de l'accord de paix de 2015. Vous devez montrer une réelle volonté politique et un réel engagement pour la paix. C'est votre entière responsabilité. C'est votre pays, c'est votre peuple. Pour sauver votre pays et votre peuple, prenez des décisions concrètes et ayez des actions définies. Ne faites aucune erreur. Par votre engagement politique et personnel, vous êtes publiquement responsable du cauchemar que vit votre peuple. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction et vous avez échoué à maintes reprises. Pour le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workine Gebeyehu, ces pourparlers représentent la toute dernière chance de mettre fin au cauchemar pour le peuple sud-soudanais. La communauté internationale sollicitée dans la résorption de ce conflit commence à s'impatienter. En effet, les États-Unis ont interdit l'exportation d'armes et de services de défense au Soudan du Sud, intensifiant les pressions contre Salva Kiir et signalant que Washington perd patience avec les dirigeants du jeune pays après des accords répétés pour mettre fin à la violence. L'accord de cessation des hostilités a décrit les mesures et ces mesures comprennent des interdictions de voyager dans la région pour les partis qui continuent à compromettre le processus de paix au Soudan du Sud, ainsi que le gel des avoirs et des restrictions sur les flux d'armes vers le pays. Ce sont les mesures qui ont été acceptées dans l'accord de cessation des hostilités. Si l'IGAD prend ces mesures, si jamais il y a tentative de compromettre le processus de paix, je pense que cela obligera les partis à reconsidérer leurs décisions et à contribuer réellement à la recherche de la paix dans notre pays. Reconsider their decisions and really contribute constructively to the search for peace in our country. Les pays voisins et les groupes africains tels que les 8 membres de l'IGAD subissent une pression accrue pour sanctionner les responsables sud-soudanais qui sapent le processus de paix. L'IGAD a déclaré qu'elle imposerait une série de sanctions si les parties belligérantes violent les futures transactions qui ont pour objectif de mettre fin à la crise. Alors, une diplomatie qui n'a jamais abouti, en tout cas dans ce conflit. Jean-Marie Bitomo, en l'état actuel des choses, le processus de paix au Soudan du Sud, la paix au Soudan du Sud demeure quelque chose d'impossible. Je pense que ça demeure impossible tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, quand on veut régler les conflits chez nous en Afrique, c'est-à-dire on évite toujours
c'est-à-dire de mettre les choses en balance, en équilibre dès le départ. C'est vrai que je sais bien que c'est la recherche d'un équilibre final qui pousse à prendre ces initiatives-là. Mais quand vous avez le Soudan du Sud, dans lequel vous avez une déstabilisation, parce qu'il faut toujours, ce que j'appelle la communauté internationale sont les intervenants extérieurs qui ont créé cette scission-là. En créant cette scission-là, on le voit très très bien, l'Afrique en a déjà l'expérience. Combien de pays dans lesquels vous avez des conflits qui perdurent, si vous voulez, du même genre. Et là où les choses, c'est-à-dire, sont en train de prendre une mauvaise tournure, c'est que le président semble ne pas avoir la volonté d'instaurer, comment dirais-je, cette paix-là. Parce que selon les derniers comptes rendus que j'ai pu lire là-dessus, vous avez comment dirais-je, les combats sont repartis du fait de l'armée et non du fait de l'opposition en tant que telle. Alors que la personne qui devrait stabiliser, il est vrai que les deux adversaires, vous avez, si vous voulez, l'ancien Premier ministre qui veut à tout prix prendre la place, si vous voulez, de son ex-patron, mais toujours est-il que c'est l'armée, si vous voulez, gouvernementale qui a tiré sur l'opposition en tant que telle, qui a recommencé, comment dirais-je, donc qui a animé le conflit en tant que tel. C'est ce que je voulais dire. Et qui a violé le récent... En violant le cessez-le-feu, comment est-ce qu'on peut aller vers la paix, sachant très très bien que les instigateurs, les gens qui relancent cette guerre-là, c'est le gouvernement, alors que le gouvernement est censé stabiliser le territoire. Et cela a des répercussions très très importantes sur les États voisins, parce que on parle toujours, si vous voulez, de notre développement économique en Afrique et tout ce qui s'ensuit. Il faut se dire une chose, c'est que ces conflits-là obèrent énormément les capacités des États africains à pouvoir progresser, parce que vous avez des États qui sont là pour accueillir, si vous voulez, ces réfugiés de guerre-là. Et ça déstabilise ces économies-là au niveau interne en tant que tel. C'est-à-dire ce coin-là, si vous voulez, de l'Afrique, c'est vraiment un coin sur lequel on se pose la question de savoir quand est-ce que les choses vont s'asseoir. Quand vous voyez un petit pays comme Djibouti, quand vous regardez le nombre, comment dire, des réfugiés qui recueillent, ça contribue à la déstabilisation de l'économie en tant que telle. Donc il faudrait bien que la communauté internationale, on a parlé de vente d'armes là tout à l'heure dans le reportage. Les armes viennent d'où? Quels sont les pays qui procurent les armes, si vous voulez, ça a beau être les armes du gouvernement, l'opposition en a aussi, mais il faut que vous ayez des financeurs derrière. Donc, comme je le dis souvent, c'est bien beau de venir jouer aux pompiers, c'est-à-dire pyromane à la limite, donc il faudrait que la communauté internationale ait la volonté de pouvoir assainir. Parce que vous avez aussi dans ces États africains, là, quand je parle de la communauté internationale, la plupart du temps, on regarde seulement les acteurs extérieurs qui viennent, si vous voulez, de l'Occident en tant que tel. Mais vous avez les pays voisins, quand vous prenez le cas comme celui de la RDC, vous avez des pays voisins qui contribuent à attiser ces conflits-là et qui ne veulent pas que ce conflit-là s'arrête. Il faudrait en ce moment-là qu'il y ait vraiment une grande volonté de la communauté internationale de pouvoir stopper ces conflits-là. Ça, on n'irait pas. On va en parler dans quelques minutes du positionnement de la communauté internationale. Mais tout d'abord, quand même sur l'accord de paix signé en 2015, Mohamed Ly, on sait qu'il a été signé sous pression il y a quelques années, en 2015. Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir finalement, puisqu'il bloque, il y a quelque chose qui bloque? Oui, mais manifestement, ce que vous dites, vous l'avez bien dit, c'est qu'on n'obtient pas les accords, on peut les obtenir sous pression, mais il faut qu'il y ait une vraie et forte adhésion. Et c'est l'adhésion qui fait que un protocole d'accord puisse être respecté. Et surtout qu'il soit consensuel. Ça, c'est pas tout simplement vouloir imposer une position d'un des camps. Les deux, il faut que le contrat soit, c'est-à-dire le règlement du conflit soit consensuel. Bien sûr, et ce qui veut dire consensuel veut dire être juste aussi dans la recherche des solutions. Effectivement, tout en prenant en compte que l'intérêt supérieur du peuple soudanais. Le Soudan du Sud, depuis 2013, vit ce qu'on ne peut pas appeler une guerre d'un pouvoir contre son opposition. C'est une guerre civile qui fait des milliers de morts, qui ont fait des millions de déplacés, effectivement, qui impactent cette région-là et qui a provoqué une crise humanitaire réelle. Maintenant, ce qu'ils ont appelé les accords de cessation des hostilités, avec les positions de coercition dedans, peuvent pousser les acteurs, quand vraiment ils prennent en compte l'intérêt général de leur population, à
arriver quand même, c'est des Soudanais, ils ont le même pays, ils ont le même État, ils peuvent, et ils doivent même, j'allais dire, ils ont l'obligation de se retrouver autour d'une table et de trouver des solutions consensuelles. Et ceux qui assument effectivement l'autorité étatique ont une obligation de résultat vis-à-vis de ça. Parce que la première mission qu'ils ont, le président Kiir et autres, c'est mettre cette population-là hors de danger, les sortir de la guerre. Mais comme l'a dit Jean-Marie, ces situations-là sont complexes, il y a l'économie de la guerre. Mais moi, ce qui me donne quand même un petit espoir, c'est l'information qui est tombée aujourd'hui, donc de la mission des Nations Unies, quand même, qui nous apprend sur le sujet des enfants de la guerre. Il y a eu un consensus qui a été trouvé par l'implication 300 enfants qui ont été libérés, parmi les 300, une 80aine de filles, avec l'implication des chefs religieux et coutumiers. Cela veut dire quoi? Si on performe certains leviers, une certaine façon de dialoguer et de se parler, il n'est pas vraiment désespéré de trouver des solutions dans un peuple, et la communauté internationale, évidemment, ne peut être que support d'une volonté de retrouver une paix où que ça puisse être. Aujourd'hui, nous parlons d'Afrique, il y a des conflits partout ailleurs dans le monde, et ces conflits-là, on ne peut y arriver que quand les autorités, les parties prenantes de ces peuples-là, de ces pays-là, quand même mettent en avant l'intérêt supérieur. Et je pense que rien ne pourra être construit sur notre continent sans le fait de retrouver des entités géographiques sécurisées et des États forts. Ces États-là prendront en charge donc les économies, et dans ce cas-là, l'Afrique pourra parler donc d'une émergence. Et mon dernier point, c'est d'interpréter vraiment l'Union africaine. L'Union africaine, sur un projet et sur un problème comme ça, on parle souvent de communauté internationale. Nous pourrons, sur certains points, ne pas avoir besoin du reste du monde. L'Afrique devrait pouvoir se mobiliser pour le Soudan et pour certains autres conflits et trouver des solutions. Alors justement, vous parlez de l'Union africaine, mais juste avant, les pays de la région, donc arbitrés par l'IGAD, se montrent très attentifs aux moindres actions qui se font dans ce pays qui est donc le Soudan du Sud. En effet, une guerre peut véritablement mettre en danger toute une région finalement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'UGAD et au-delà, peut-être même l'Union africaine, adopte un positionnement plus radical? Peut-être une intervention militaire? Ou est-ce qu'il faudrait finalement une intervention militaire au Soudan du Sud? Je pense qu'au niveau de l'IGAD, s'ils en ont les moyens, il faut une intervention pour stopper ça. Tout simplement pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un frein, c'est-à-dire pour notre développement dans les pays africains. Je reviendrai sur un point que M. Ly a souligné là tout à l'heure. C'est bien beau, si vous voulez, que les Nations Unies nous annoncent des solutions trouvées. Ça, ce ne sont que des solutions partielles de mon point de vue. Ce sont des solutions partielles. Il faudrait bien que, quand ces organisations internationales veulent bien régler les différends entre les États en Afrique, c'est-à-dire qu'on mette en place des solutions globales et consensuelles, et non pas des solutions, si vous voulez, qui soient des solutions sur le plan micro. Il faudrait regarder les choses sociétalement et poser des solutions qui soient des solutions globales au niveau macro, en considérant, si vous voulez, tous les leviers disponibles. Quand on va tout simplement, c'est bien beau, c'est une bonne nouvelle pour les parents qu'on ait libéré 300 enfants. Mais est-ce que cela contribue effectivement à l'instauration de la paix? Mais par contre, il y a un point positif que je relève là-dessus, c'est qu'on met, comment dirais-je, l'ensemble de la société en œuvre pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Il a parlé tout à l'heure des chefs coutumiers. Ce sont des gens qui sont très très importants et qui, dans le type de société dans lequel nous nous trouvons, ces gens-là ont une emprise qui est relativement importante. Donc quand on a réglé des conflits comme ça, ces conflits-là ne doivent pas se régler uniquement au niveau central. On a une réunion comme Addis Abeba aujourd'hui. Que devrait faire, de mon point de vue, que devrait faire le gouvernement? Une fois qu'on trouve des solutions au niveau de Salva Kiir et de l'opposition sachant très bien que c'est son ancien ministre, si vous voulez, qui a besoin de sa place, comme nous le savons. L'ancien vice-président. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, c'est-à-dire consulter ces responsables régionaux dont M. Ly a parlé là tout à l'heure, pour essayer d'aller vers vers un règlement profond et complet de ce litige-là. Parce que si on reste seulement au niveau central, est-ce que l'armée, c'est-à-dire, est capable de faire le tour? Et on
y gagneraient d'ailleurs, si vous voulez, en perte des vies humaines, parce que ces chefs-là, étant proches sur le terrain, ils peuvent mieux agir sur un certain type de population en tant que tel, parce qu'ils connaissent mieux ces gens-là. Mohamed Ly. Ben oui, ce qu'il dit, c'est qu'ils jouent le rôle de régulateurs sociaux, comme on le dit. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on règle un problème politique qu'il ne faut parler qu'aux entités politiques officiellement constituées. Et ces régulateurs sociaux-là sont extrêmement... justement, est-ce que l'IGAD prend en compte ce type de choses? Franchement, très honnêtement, il faudrait ne pas le faire. C'est... Comme le dit Jean-Marie, je pense aller à un échec très clair. Parce que dans la constitution d'une société, si on veut arriver à une paix, il faut utiliser tous les équilibres. Surtout que ce conflit a une dimension ethnique très claire. Effectivement, c'est ce qu'on n'a pas assez dit. Il faut le dire très clairement. Et pour revenir à la première question que tu nous avais posée, Zahra, en début de deuxième partie, est-ce que l'Union africaine devrait se radicaliser? Mais oui, effectivement, là, on n'est plus on n'est plus dans la théorisation donc du droit d'ingérence. Là, ça va être un devoir d'ingérence parce que même si on est voisin, même si on n'a pas le droit de s'occuper, mais quand un peuple ne s'autodétermine plus, quand il n'y a plus un processus démocratique, quand le peuple, même ses propres enfants ne lui donnent pas la possibilité de dire ce qu'il veut et à quoi il aspire, il est donc de l'obligation, je pense, de ses voisins et de l'Union africaine de ramener une paix institutionnelle, une paix sociale dans ce pays-là. Et je pense que c'est une solution à ne pas exclure. D'ailleurs, même au vu du nombre de conflits, je pense que l'Union africaine devrait changer, comment dirais-je, de position, mettre en place d'autres stratégies qui soient des stratégies beaucoup plus coercitives vis-à-vis, parce que c'est pour le bien, comment dirais-je, de l'Afrique en tant que telle. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre que ces conflits-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, constitue un frein majeur, c'est-à-dire pour le développement de nos économies, parce que quand vous avez des conflits armés dans une région, ça contribue à la déstabilisation de la région. Que font les gens? Les gens, on ne pense même plus au développement du pays en tant que tel, on pense à la survie. Chacun pense uniquement à défendre ses positions en tant que tel. Vous avez plus, si vous voulez, un consensus national qui permette de mettre en place des stratégies, des politiques de développement qui permettent à ce pays-là de se développer en tant que tel. Donc, c'est de mon point de vue la raison pour laquelle l'Union africaine devrait changer, comment dire, de stratégie vis-à-vis de ces conflits que nous avons en Afrique là. Parce que ces conflits-là coûtent très très cher pour les populations d'abord, et ça nous coûte aussi des points de croissance pour nos économies en Afrique. Il faudrait le comprendre une fois pour toutes. Je pense que nous pouvons le comprendre. Il y a une autre chose que l'Union africaine a en son sein et qui découle donc de ce que tu viens de dire, Jean-Marie, c'est que si aussi au niveau de l'Union africaine, sur la cinquantaine de chefs d'État, vous avez la plupart qui ne sont pas légitimes, vous avez la plupart qui n'ont pas été élus, vous avez la plupart qui tiennent le pouvoir par un pouvoir autocratique, par un certain dictat, oui, nous avons aussi un problème que ces gens-là ne peuvent pas promouvoir la démocratie, ne peuvent pas promouvoir le respect des peuples, ne pourront pas promouvoir cette belle idée que nous véhiculons aujourd'hui sur ce plateau, mais qui risque de rester. Donc le processus est long, il y a des pays africains qui s'en sortent vraiment de façon très formidable, et d'ailleurs qui entraînent d'autres vers cette voie démocratique-là, et voilà, il faudra qu'on fasse notre croix, qu'on fasse notre chemin, effectivement, mais je partage clairement votre position, mais que l'Union africaine n'a pas encore. Le point que vous soulignez est très très important, c'est le point dont nous parlons toujours ici, Lazare, à savoir la notion de gouvernance. La notion de gouvernance, quand vous n'avez pas un pays qui s'attend à une alternance, à un certain moment ou un autre, les autocraties dont il a parlé tout à l'heure, à un certain moment ou un autre, vous allez voir des conflits qui vont naître de la société sur des petites choses, des choses qui ne sont pas essentielles, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est ouvert. Il y a quand même des exemples en Afrique. Effectivement, il a raison, M. Ly, quand il nous dit que, bon, quand vous avez des autocraties comme celle-là, vous ne pouvez pas avoir la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie qui va trouver des points d'ancrage forts en tant que tels. Donc, c'est malheureusement, bon, c'est ce que nous vivons en Afrique. Il faudrait que nous apprenions, si vous voulez, la notion d'alternante, parce que, si vous voulez, nul n'est... Vous voyez la France. La France a vécu, on a parlé de Gaulle, De Gaulle est parti, la France continue. Nul n'est indispensable, si vous voulez, à la vie des peuples africains. En tant qu'individu, je parle. Les États sont là, il faudrait bien qu'on pense à cette alternance-là, qui commence déjà à s'installer dans certains pays, mais c'est encore tellement peu. C'est-à-dire, bon, quand on parle, on regarde ce qui se passe
passe au Ghana, quand vous voyez, quel bel exemple, quand vous voyez que les présidents ghanéens de Jerry Rawlings, qui a été un des promoteurs, et on le souligne très peu souvent en Afrique, un des promoteurs, comment dirais-je, de l'installation de la démocratie dans son pays, alors qu'il était militaire. Il est arrivé au pouvoir, il a dit, bon, je reste tant de temps, le temps d'installer la démocratie, je m'en vais. Et aujourd'hui, vous avez le président Nana Addo Kufuor, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut prendre des décisions pour le Ghana, il invite tous ses prédécesseurs et ils s'assoient ensemble et ils réfléchissent sur les problèmes du pays en tant que tel. Alors, en tout cas, en ce qui concerne le Soudan du Sud, on continue bien sûr de suivre pour vous et on continuera donc de vous informer sur l'évolution des négociations qui se poursuivent donc sous l'arbitrage de l'IGAD en Éthiopie à Addis Abeba. On va marquer une courte pause. Rendez-vous dans quelques secondes.